BFM Business, Intégral Bourse, les Indés de la finance. Les Indés, les indépendants de la finance, chaque vendredi après-midi dans Intégral Bourse à partir de 15h30. Et c'est David Calfon qui est aujourd'hui dans ce studio. David, bonjour. Bonjour. Président fondateur d'Amaïca Asset Management. On va parler avec vous de 2016, mais d'abord les enseignements encore un petit peu à chaud de ce qui s'est passé hier entre la Banque Centrale Européenne et les marchés. La question même plus générale, on peut intégrer la Réserve fédérale. Est-ce que les banques centrales seront encore des soutiens pour les marchés en 2016 ? Hier, on a eu l'impression que le marché disait à la BCE, pas suffisant pour que vous soyez encore un soutien pour les actifs financiers là. Moi, je pense que depuis longtemps, Ouais. on le dit chez Amaïca Asset Management, on peut faire confiance aux banques centrales. Autant elles avaient énormément de détermination dans les années 80 pour tuer l'inflation, elles ont exactement la même détermination aujourd'hui pour tuer la déflation. Maintenant, il faut leur faire confiance, il ne faut pas trop leur en demander. Une banque centrale, c'est pas là pour faire plaisir au marché. Une banque centrale, en ce moment, c'est pour pallier à l'incapacité des gouvernements à mettre en œuvre une politique économique contracyclique, c'est-à-dire à faire de la relance budgétaire. Donc, la BCE, elle en a déjà fait beaucoup. Avec toutes les annonces qu'on a eues hier, finalement les 6 mois de plus de quantitative easing, ça fait 360 milliards d'euros en plus. Ce sont des chiffres qui font... C'est énorme évidemment dans l'absolu, mais... Le montant total du QE, c'est 14% du PIB annuel de la zone euro. Ce qui va être acheté avec le programme de QE, c'est 3 fois l'émission de dette nette de l'ensemble de la zone euro pendant la période de QE. Donc la Fed n'en a pas fait autant. Et pourtant, on a bien vu que la Fed a réussi, avec énormément de moyens, à remettre l'économie sur les rails, à faire baisser le taux de chômage et à remettre l'économie américaine sur un rythme entre 2 et 3%. Sauf que nous, en zone euro, on n'en est pas encore là. On a toujours ce problème quand même d'inflation. Et sans arrêt, là, on se demande si c'est efficace. Et si ça n'est pas efficace, est-ce qu'il faut en faire plus ? Et le marché en demande toujours plus pour essayer d'être certain que ce soit efficace au final. Oui, enfin Mario Draghi l'a dit hier, s'il en fait plus, c'est parce que ça fonctionne. Parce que ça marche. Et il y a un point qui est important, c'est notamment la distribution de crédit, donc tout l'aspect financement a été, on peut le dire, réparé dans la zone euro. Est-ce que sur la grande divergence là, qu'est-ce que ça peut créer là pour les marchés en 2016 ? Comment est-ce qu'on va vivre cette situation quasi inédite là entre la BCE et la Fed ? En fait, cette grande divergence, elle a déjà eu un effet. Dans l'action qu'on peut juger, certains peuvent le juger timoré de Mario Draghi, moi je me demande surtout si Mario Draghi n'a pas voulu finalement donner un petit coup de main à la Fed. Parce que il faut dire que la parité euro-dollar à 1,05, la zone 1,05, 1,10, c'est un petit peu la zone de non-agression. C'est la zone où les entreprises européennes en bénéficient. C'est là où finalement, faut pas oublier qu'un dollar trop fort, c'est pas bon pour l'économie américaine. Et si le dollar avait été déjà, suite à l'action de la Fed, de la BCE, une action très agressive, si le dollar avait déjà été à 1,03, Janet Yellen était contrainte et forcée de tout mettre en attente. Et puis, alors, en plus, ça ne se joue pas contre les États-Unis et la zone euro, mais on a quand même tous des partenaires économiques, dans le monde émergent notamment. Enfin, un euro qui s'écroule pour des partenaires économiques dans le monde émergent, c'est pas une bonne chose. Enfin, l'objectif, c'est pas de tuer non plus nos partenaires économiques sur la planète. Exactement. Et comme les banquiers centraux sont en ce moment et vont rester pour les années à venir des acteurs essentiels dans le fonctionnement de l'économie mondiale, il faut savoir que là en ce moment ils sont certainement en train de jouer un jeu un peu collaboratif et c'est tant mieux. Il ne faut pas oublier qu'un dollar fort ça met à mal les pays émergents qui sont endettés essentiellement en dollars. Les marchés émergents, c'est 17% du PIB mondial en 1970, aujourd'hui c'est 42% du PIB mondial. Qu'est-ce que ça veut dire pour 2016 ? Est-ce que ça veut dire un marché qui fonctionne un petit peu plus sur des fondamentaux, de manière un petit peu moins artificielle ? C'est vrai qu'on a beaucoup dit, mais que la performance des marchés en Europe, elle est très fortement liée à l'effet devise. C'est-à-dire qu'on a cette baisse de l'euro qui, en parallèle, propulse les marchés d'autant en 2015. Est-ce que les choses vont fonctionner un peu différemment en 2016 ?
Difficile à dire. Je pense que l'aspect macro va rester, l'aspect macro banque centrale va rester prédominant. Alors toutefois, si on se projette un petit peu sur 2016 et sur l'allocation d'actifs que l'on pourrait avoir et que l'on pourrait faire, ce qui est clair, c'est que dans cet environnement, la recherche de rendement va rester un thème très fort. Toutes les institutions ont besoin de rendement, donc on va aller le chercher là où on le trouve. Et avec l'action des banques centrales, finalement, on se retrouve à aller chercher ce rendement en prenant un peu plus de risques. Toujours plus de risques. Ce qui n'est pas forcément confortable, parce que ça veut dire que tout le monde sort un petit peu de sa zone de confort. On se retrouve avec des positions qui sont certainement plus volatiles que celles qu'on avait l'habitude d'avoir, c'est plus difficile à gérer, et donc ça va entretenir cette volatilité. Quand on regarde alors ce qu'on appelle le risk-reward, le rendement par rapport au risque-prix, où est-ce que justement ce couple-là vous paraît le plus intéressant aujourd'hui, là ? Alors, on peut prendre les classes d'actifs les unes après les autres, mais si on regarde les obligations, très clairement, c'est pas avec les emprunts d'État qu'on va gagner notre vie en 2016. On va aller chercher du rendement, on va aller le chercher sur les obligations d'entreprise, là où il y a encore un peu de portage à faire, où on retrouve des coupons intéressants. Maintenant, sur la partie action, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'investit pas sur du PIB en bourse, on investit sur des entreprises. Et donc, nous, ce que l'on fait beaucoup, on regarde la dynamique bénéficiaire des marchés. Et cette dynamique bénéficiaire, elle nous dit plusieurs choses. Si on regarde les États-Unis, on se retrouve avec un marché qui est quand même assez richement valorisé. On est autour de 17 fois les bénéfices à un an. Et avec une dynamique bénéficiaire qui commence à caler un peu. On a bien vu... On se paye cher en haut de cycle de profit. Exactement, exactement. Donc là, c'est un marché qui est un peu pas le plus dangereux, le plus attractif. Exactement, parce qu'on a bien vu dans les résultats qui ont été publiés récemment, donc le dollar pèse sur les résultats des entreprises. D'un autre côté, on a bien vu les chiffres de l'emploi qui sont très forts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que progressivement, les marges des entreprises vont être comprimées entre une pression salariale qui augmente et un chiffre d'affaires qui a du mal à augmenter. Donc clairement, ce n'est pas le marché qui a notre faveur pour 2016. En Europe, alors là, on a tout un tas de facteurs. En début d'année, tout le monde parlait de l'alignement des planètes sur le marché européen. Il y a beaucoup de choses qui sont encore vraies. L'euro est quand même globalement plus faible. On a un soutien des banques centrales. On se paye 15 fois les bénéfices à un an. C'est encore raisonnable. Il n'y a pas de drame. Il y avait une bonne dynamique bénéficiaire en début d'année. Ça marque un peu le pas en fin d'année. Donc, c'est un marché sur lequel, je vais dire, on a un côté bienveillant, sachant que ce n'est pas forcément notre zone favorite. Notre zone favorite, en fait, quand on regarde les marchés actions, ça va être le Japon. Et ça, c'est peut-être un peu la surprise de cette année, c'est que le Japon, finalement, c'est un marché qui a déjà très bien marché, très bien fonctionné, une très belle performance, mais on voit une dynamique bénéficiaire très solide. Les entreprises révisent à la hausse leurs bénéfices, ce qui veut dire qu'en termes de valorisation, malgré les bonnes performances, le marché japonais reste encore le moins cher. Parce que évidemment il y a cette faiblesse du yen. Alors là on retrouve un petit peu ce parallèle qu'on peut faire avec la zone euro, sauf que cette faiblesse du yen, elle se traduit dans une dynamique bénéficiaire qui vous paraît beaucoup plus solide qu'en zone euro, c'est ça? Oui, en fait ce que l'on voit, et j'aime bien faire le parallèle avec les États-Unis, parce que aux États-Unis les entreprises ont l'habitude en cours de trimestre, on révise un peu à la baisse les prévisions, on fait des profit warnings, des avertissements pour dire attention, peut-être qu'on n'y arrivera pas, etc. Quand arrive le jour des résultats... Bonne surprise. Bonne surprise, mais bonne surprise par rapport à une barre qu'on a abaissée. Au Japon, c'est un peu différent, c'est-à-dire que la barre, elle est remontée, on remonte les prévisions de bénéfices, et malgré tout, le jour des résultats, on surprend positivement. C'est encore mieux. Donc, cette dynamique bénéficiaire là en Europe, vous le disiez, le premier semestre a été très fort. On a calé un petit peu ensuite, on a commencé à réviser à la baisse. Alors on aura toujours une croissance des bénéfices en fin d'année, mais une révision à la baisse. Dans quel état d'esprit on part sur 2016 là, sachant que vous le disiez, on a encore cette forme d'alignement des planètes qui persiste aujourd'hui? On espère que ça va redémarrer. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces révisions à la baisse, elles sont venues en premier lieu du secteur du pétrole. C'est le secteur pétrolier, le secteur des matières premières, c'est tout ça qui a calé en premier. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on va se déplacer dans l'année, il y a un effet de base qui va se produire, c'est que la grande chute du pétrole, elle a eu lieu finalement au mois de décembre. C'est en janvier qu'on arrive à $43.
On était autour de 40 il n'y a pas longtemps. Bon, là, aujourd'hui, on voit que c'est il y a pas des tout à fait chiffres. terminé. Hein. On est sous les 40 à nouveau, là. C'est peut-être un peu terminé, mais on peut quand même espérer être un peu plus constructif avec des taux d'intérêt qui restent extrêmement bas et qui sont donc favorables aux entreprises. Comment vous regardez alors les classes d'actifs massacrées ou les régions d'investissement massacrées dans le monde émergent, les matières premières? Est-ce qu'à un moment en 2016, il faudra s'y réintéresser? Beaucoup la regardent, beaucoup les regardent, ces classes d'actifs. Assez peu commencent à les réinvestir. Oui, on est un peu dans ce camp-là. Ouais. Très clairement, les marchés émergents, on a été complètement à l'écart des actions des pays émergents cette année. Maintenant, il y a des niveaux de valorisation qui sont tels qu'on est obligé de replacer ce marché sur le radar. On va commencer l'année avec une certaine neutralité. Là, pour le coup, c'est pas une neutralité bienveillante, c'est une neutralité méfiante. On va voir un peu comment ça se développe. Mais ça peut être pour vous 2016, enfin le moment, l'instant où il faudra revenir, ça peut être en 2016 ou est-ce que c'est pas sûr et que ça peut être beaucoup plus tard encore? Parce que ça fait déjà 2-3 ans quand même que c'est très gloomy, on va dire, pour cette thématique-là. La sous-performance des marchés émergents, effectivement, c'est une tendance qui commence à dater. Ce qu'il faut voir, c'est que les cycles de sur- et sous-performance marché émergent contre marché développé, ce sont des cycles qui sont très longs. Hein, donc il faut se méfier un petit peu de ce côté-là. Exactement. On préférera être un petit peu en retard qu'en avance. Hein. Rater la première jambe de hausse pour pouvoir accompagner ensuite le mouvement. Merci beaucoup David. David Calfon, président fondateur d'Amaika Asset Management sur BFM Business.